Donc, je vais commencer par une vision donc, du marché global des produits pharmaceutiques. J'en ai déjà parlé, mais peut-être que certains n'étaient pas présents lors de mes précédentes présentations. Donc, le Global Pharma Market, le marché pharmaceutique mondial devrait atteindre en 2021 1300 milliards de dollars. Évidemment, la grosse part du gâteau va revenir aux États-Unis, qui reviennent aussi à la croissance. Les pays européens seront plutôt sur un marché qui est important, mais qui ne fait pas beaucoup de croissance. Et l'Afrique sera autour de 27 milliards de dollars, donc avec une très belle croissance autour de 8%. Évidemment, comme je vous l'ai dit, la croissance est un peu différenciée dans le sens où nous avons par exemple le continent subindien qui est en train de faire une très belle croissance parce qu'il y a du retard à rattraper. Mais nous avons donc une grosse stagnation et même un recul dans certains pays européens. Mais par contre, l'Afrique, comme vous le voyez, ainsi que les anciens pays de l'Union soviétique, sont en train de faire une croissance qui est tout à fait intéressante. Là, nous avons un zoom sur la région MENA parce que nous allons nous comparer à nos voisins. Donc l'Égypte fait une très belle croissance, mais qui est un petit peu dopée par la dévaluation de la lire égyptienne. Donc il y a eu une grosse chute du marché égyptien. Donc là aussi, c'est du rattrapage. L'Algérie fait une très bonne croissance malgré les problèmes économiques que l'on a traversés, enfin plutôt la baisse des prix du pétrole. Là, il y a une reprise qu'on est en train de voir. Elle est due à deux paramètres. Donc, comme on dit, le remboursement ne s'est jamais arrêté. Les malades ont toujours été là. Donc, il n'y avait pas de raison qu'il y ait un vrai ralentissement du marché pharmaceutique. Et il y a un deuxième impact aussi, c'est la dévaluation du dinar qui a fait que les produits importés sont un peu plus chers que ce qu'ils ne l'étaient auparavant. Là, je vais aller directement donc, en marché pharmaceutique donc, mondial. Oups, attendez. J'ai du mal à suivre. Ouais. Pardon, ouais. Alors, le marché pharmaceutique mondial, donc je vous ai dit que le marché mondial, là, actuellement, la part de marché est de 122 milliards de dollars au niveau mondial et en constante augmentation, donc pour le marché de l'OTC. Hein. Donc, il suit la croissance, mais la croissance de l'OTC est meilleure que celle du marché mondial. Tout à fait. Alors bon, je vais revoir un petit peu les chiffres que je n'arrivais pas à lire. Donc, vous voyez que sur l'OTC, on est sur 4,3% de croissance mondiale et le marché mondial n'est qu'à 2,8%. Évidemment, quand on est dans le marché de l'OTC, tous les pays ne sont pas logés à la même enseigne, puisque nous avons la région CIMEA qui fait 17%. Donc de part de marché, mais avec une croissance, une contribution à la croissance qui est de 39%. Il faut savoir que la région CIMEA est une région qui est en développement par rapport aux pays matures tels que les États-Unis et l'Europe de l'Ouest. Donc ça, c'est des bubbles donc, qui vous résument un petit peu ce qui se passe. Et comme vous voyez, la région Central Europe, Central and East Europe, Middle East, South Asia et Latin America font de très belles croissances. L'Afrique aussi n'est pas plus mal, même si le chiffre est petit, mais la croissance est aussi très, très intéressante. Ensuite, nous allons aller sur le top 10 des pays dans l'OTC. Et là, évidemment, les États-Unis sont le plus gros pays, mais c'est la Russie et le Brésil qui font les plus belles croissances. L'Inde aussi commence à jouer un rôle non négligeable. Alors, par rapport maintenant aux compagnies mondiales, donc au ranking mondial, c'est Sanofi donc, qui est leader mondial, mais avec 5% de part de marché, collé de près, si je puis dire, avec GSK Consumer Health. Ensuite arrive Bayer Consumer Health, J&J, Pfizer, Procter & Gamble, Reckitt Benckiser, Novartis, Takeda et Taisho. Alors, pour information, la division Novartis, CHC et GSK sont maintenant une seule et unique entité. Donc, normalement, compte tenu de la part de marché, l'entité A2 devrait passer au-dessus de Sanofi.
au niveau mondial évidemment. Les croissances sont différentes puisque c'est Reckitt Benckiser et Procter & Gamble qui font les plus grosses croissances, mais surtout c'est des croissances inorganiques, ça veut dire que c'est des croissances à travers des acquisitions et non pas des croissances à périmètre égal. Et enfin, nous arrivons au segment de l'OTC ou du CHC. Donc, c'est le segment de la toux, donc des sirops et du respiratoire, ainsi que le segment du digestif qui sont en train de tirer la croissance. Mais évidemment, le plus gros segment, c'est la toux, suivi de près donc, par les vénotoniques, par les vitamines et les minéraux, donc les compléments alimentaires. Ensuite, la douleur, le digestif, les traitements, donc le skin, c'est tout ce qui est parapharmacie, hein, donc c'est ce qu'on appelle le skin care. Et Odol, c'est un ensemble de produits qui sont dans le conseil, mais qui ne sont pas segmentés dans les 5 grandes sections que je vous ai données. Alors, à côté, vous avez les évolutions. Donc, vous voyez qu'on a pratiquement 6% pour la toux. On a aussi le digestif qui est à 4,5. Sachant que le global est à 3,9. Là, nous sommes sur les régions. Donc, par rapport à quel est le niveau de la consommation par capita. Et là, vous avez donc évidemment l'Australasia, c'est-à-dire principalement drivé par l'Australie, on est sur 123 $. Nous avons l'Europe de l'Ouest, on est sur 97 $ par habitant. Nous avons l'Amérique du Nord à 94. Pour relativiser et faire très court, en Algérie, hier vous avez des slides du docteur Kerrar, c'est 72 $ par habitant pour toute la pharma. Là, c'est juste dans l'OTC, vous avez des pays qui sont sur des dépenses par habitant, rien que dans l'OTC, supérieures à ce qu'on fait dans la pharma. Donc, pour vous donner un point de vue. Effectivement, quand on arrive vers le South Asia, la Chine et l'Afrique, c'est des chiffres beaucoup moins importants. Mais il reste très conséquent parce que l'Afrique, par exemple, si je prends l'Afrique de l'Ouest, les produits OTC sont très vendus. Parce que l'accès aux médecins étant limité, c'est le pharmacien qui joue le rôle. Et donc, à partir de là, ça développe ce type de produit. Nous avons remarqué, par exemple, que dans les pays où le remboursement n'est pas au rendez-vous parce qu'il y a une mauvaise couverture sociale, c'est ces produits-là qu'on appelle OTC qui sont les leaders. Donc, c'est des paracétamol, c'est de l'ibuprofène. Dans des pays où il y a une bonne couverture, on peut prendre l'exemple de l'Algérie, c'est plutôt les insulines qui sont les principaux produits. Alors là, on arrive sur du très proche, puisqu'on est dans le Middle East and Africa. Pardon. Donc là encore, l'Égypte tire son épingle du jeu, comme je vous l'ai dit, principalement par rapport au fait qu'il y a une dévaluation de la lire. Donc à partir de là, il y a une grosse baisse et puis ça redémarre. L'Afrique du Sud est un très gros player avec l'Arabie Saoudite, mais l'Afrique du Sud fait de la croissance. Quant au Middle East, malheureusement, avec l'impact de la baisse du pétrole, ils sont en recul, même si les Émirats limitent un petit peu cette casse. L'Algérie, comme vous le voyez, est une grosse bulle. Pourquoi? Parce que le statut n'existant pas, ces produits-là sont en train de bénéficier de couverture, de remboursement, et donc ça dope un peu le marché. Mais comme on l'a dit tout à l'heure lors de mes discussions, le statut de l'OTC n'existe pas. Nous avons pris les produits un par un pour reconstituer ce marché, mais dans l'absolu, ce n'est pas un marché qui existe en tant que tel. Au Maroc, par exemple, c'est une autre paire de manches. Au Maroc, c'est comme je vous l'ai dit, le premier produit est un paracétamol. Pourquoi? Parce que la couverture sociale est très limitée par rapport à l'Algérie. Donc, c'est plus de l'OTC qui sort. Alors, quand on arrive à notre région, le classement change puisque GSK est le leader. Alors, la majorité de son implémentation est plutôt dans le Middle East, mais il joue encore des rôles très importants en Afrique du Nord et en Algérie. Vous avez évidemment Sanofi, Bayer. On a Adoc Ingram, Julfar, Julfar et Spimaco sont deux entreprises, une émirati et l'autre saoudienne. J&J, Aspin est un local player en Afrique du Sud. Pfizer et BMS principalement avec la gamme UPSA évidemment.
Les croissances diffèrent. Aspen fait une très belle croissance à travers aussi le lancement de produits nouveaux dans le segment OTC. Alors, on parlait tout à l'heure des dépenses par habitant dans le segment de l'OTC. Et vous voyez que l'Algérie est plus à 16 $ comparé aux 90 et aux 100 qu'on voyait tout à l'heure. Donc, il y a encore des marges de progression. L'Afrique du Sud est à 20, la Tunisie est à 14 et le Maroc est à 11. Alors, pour ce qui est de l'Algérie, c'est comme je vous l'ai dit, hein, c'est-à-dire que la croissance du marché est bonne, mais celle de l'OTC est encore meilleure, puisque sur 8,7% d'évolution du marché, l'OTC fait 9,4%. Sur total marché, l'OTC fait 9,4%, donc une meilleure pénétration. Et si on compare donc au niveau global, les pourcentages, vous verrez qu'en Algérie, on est sur du 15,3%, alors qu'au niveau mondial, on est sur du 10,7% de part de marché de l'OTC. Sachant qu'en Algérie, il y a à peu près un incrémental de 60 millions de dollars qui ne sont pas calculés, qui relèvent de tout ce qui est parapharmacie et qui n'est pas capté par nos données dans cet audit. Donc le pourcentage est encore un peu meilleur que ce qu'il ne paraît ici. Donc pour revenir à l'Algérie aussi, nous avons évidemment la grosse part de marché, c'est tout ce qui est sirop, suivi par la douleur, ensuite par les vitamines, le digestif, les skin treatment pour la partie qu'on capte, hein, parce qu'il y a une partie qu'on ne capte pas. Donc on capte tout ce qui est pharmaceutique et tout ce qui est dermocosmétique est très mal capté chez nous. Et puis il y a all others. Pour ce qui est donc de la croissance, c'est les skin treatment, donc la dermatologie qui est en train de faire la plus grosse croissance. Pour ce qui est de la toux, on est aussi sur une belle croissance à 13% pratiquement. Le digestif est pratiquement 9%. Les vitamines sont mitigées, mais pratiquement touchées plutôt sur des ruptures que sur un manque de demande. La peine, la douleur fait 4,8 et puis en moyenne, c'est 8,7 comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Maintenant, j'ai pris l'exemple de la France parce qu'on a une proximité linguistique, mais en même temps, comme je vous l'ai dit, j'avais fait une étude de l'évolution du marché de l'OTC en France. Et nous avons vu qu'il y a eu vraiment un break dans les débuts des années 90 après l'ouverture des rayons. Et c'est pour ça que j'ai tenu à prendre comme exemple. Mais effectivement, quand on voit en comparatif, hein, la toux en Algérie, c'est 27,3%, alors qu'en France, elle est à moins de 15%. Pourquoi? Parce que la toux en Algérie continue à être prescrite, parce que son déremboursement est récent, donc les réflexes de prescription sont encore là. Mais la grosse partie de ces sorties sont sur ordonnance. Si vous allez en Europe, ce n'est pas aussi évident que ça. Vous avez une partie qui est sous ordonnance, mais l'autre partie, une belle partie, est sur prescription, sur conseil pharmaceutique. Donc c'est peut-être ça les grosses différences en Algérie. Il n'y a pas de statut de l'OTC. Tout ce qui sort en OTC est pratiquement sur ordonnance, rarement sur conseil. Alors qu'en Europe, en France en particulier, c'est majoritairement sur conseil. Sur la douleur, donc effectivement, en Europe, c'est plus qu'en Algérie, malgré le fait qu'en Algérie, on est quand même sur 22,5. Mais en volume, en Algérie, c'est beaucoup plus. Pourquoi? Parce que les produits de la peine en Europe, sur le segment OTC, sont plus chers. Et c'est le conseil pharmaceutique qui les fait marcher. Il y a une autre partie, une belle partie aussi, qui sort sur prescription avec des prix évidemment moins chers, parce qu'il y a les formes OTC de certaines thérapeutiques. Hein. C'est-à-dire que vous avez une forme de prescription qui est sur un fort dosage et un nombre de comprimés ou de gélules important. Une forme OTC avec un dosage plus bas et un nombre de comprimés limité. Un exemple très simple, vous voyez ça surtout dans les IPP. Hein, Inexion, par exemple, lance une forme OTC. Donc le 40 mg, 30 comprimés, reste en prescription. Et le 20 mg, 7 comprimés, est plutôt pour les gastrites ou les petites douleurs d'estomac. Donc un même label peut avoir une version Consumer Health et une version prescription, sachant que le prix du Consumer Health est libre, alors que celui de la prescription est lié au remboursement et à l'enregistrement.
On a évidemment les mêmes choses pour le skin treatment et le digestif. Sur le digestif, on est pratiquement à part égale. Sur les vitamines, on est en plus important sur l'Algérie pour la simple et bonne raison qu'il n'y a pratiquement pas de vitamines non OTC en Europe depuis très longtemps, alors que nous avons par exemple le leader en Algérie qui est la vitamine C du PSA, qui elle reste sur des marges enregistrées avec des marges des produits pharmaceutiques classiques réglementés et en même temps sans aucune possibilité de libéraliser ce prix-là. Nous avons d'autres produits qui sont sortis de ce statut. Vous avez l'exemple d'Alvitil qui était en médicament et qui est sorti de ce statut de médicament pour passer en complément alimentaire. Et là, au niveau de l'Alvitil, le laboratoire est libre et le pharmacien est libre de vendre au prix qu'il veut avec une marge qui est plutôt commerciale et pas réglementée. Pardon. Alors, effectivement, le contexte algérien, c'est pourquoi nous pensons qu'il y a encore le moyen de développer donc, tout ce segment. C'est qu'on a un marché qui est très dynamique déjà, pharmaceutique. C'est un marché nouveau dans l'OTC, puisqu'encore une fois, le changement de paradigme est en train d'arriver. Nous avons des problématiques de loi et de régulation, puisque le statut de l'OTC n'est pas là. Donc, on peut espérer qu'en arrivant, ce statut permettra de dynamiser ce segment important. Il y a actuellement un flou, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de réel produit à vente exclusif en pharmacie, mis à part les médicaments. Donc je pense aussi que le jeu devra être aussi d'avoir des produits dédiés à l'officine pharmaceutique qui ne se retrouvent pas en supermarché ou dans des petites boutiques de quartier parce que ce serait de la concurrence déloyale. Donc il faudrait aussi qu'il y ait la création de labels dédiés à la pharmacie. Donc ça aussi, c'est des facteurs de croissance de ce marché. Je pense au lait, par exemple. Il faudrait qu'il y ait des laits dédiés à la pharmacie, des laits qui se vendent dans le supermarché parce que sinon, c'est plus possible. Et évidemment, nous avons aussi, malgré le fait qu'on soit en crise économique, le PIB de l'Algérie est quand même un PIB assez intéressant. Et en même temps, nous avons une classe moyenne qui est là et qui ne se contente plus des basiques et qui a envie de prendre soin d'elle-même et donc qui a envie d'une certaine gamme de produits. Ça n'intéressera pas 41 millions d'Algériens, mais il y a un segment assez conséquent qui est la classe moyenne qui peut aspirer, qui peut être un driver de ce segment de l'OTC. Les Key Success Factors, donc c'est évidemment être le pionnier. Hein. Moi, j'encourage les pharmaciens qui sont présents de jouer le jeu très vite parce que c'est les premiers qui auront cette réputation, qui la garderont par la suite. Donc il faut le faire avant que tout le monde y aille. Évidemment, avoir les advisors, c'est-à-dire former son personnel pour être réellement compétent, pour prendre en charge les petits bobos du quotidien et être capable de différencier quelque chose de sérieux et quelque chose, un syndrome grippal par exemple, n'est pas une grippe. Donc il faudra pouvoir faire la différence et en même temps pour tout ce qui est problème de dermato, arriver en complément d'ordonnance sur des produits de conseil qui pourront aussi être du gros d'utilité pour les patients. Et évidemment, comme je l'ai dit tout à l'heure, tout ça n'aura aucun sens si nos pharmacies restent des boutiques avec un comptoir où vous ne pouvez même pas voir les produits qui sont disponibles. Et donc, ça ne crée pas le franchissement de pas du patient, c'est-à-dire aller prendre une crème complémentaire, une protection solaire ou autre chose. D'accord ? Donc, on doit passer par du merchandising, sinon, tout le conseil que vous pourrez faire ne vous provoquera une croissance, mais qui sera limitée si elle n'est pas accompagnée donc, par le merchandising. Et en même temps, la grosse tendance, c'est la digitalisation, c'est-à-dire aussi que les pharmacies devraient pouvoir être en communication constante avec leurs clients à travers des applications ou autres, ou des pages Facebook, etc., pour annoncer des promotions, parce que là, on est sur du commercial, on n'est plus sur de la prescription, on est sur de la valeur ajoutée. Et donc, parmi la valeur ajoutée, il y a une valeur ajoutée pharmaceutique pure, mais il y a aussi une valeur ajoutée commerciale et marketing. Et je pense qu'il y a une lacune chez nos pharmaciens d'officine, j'en parle pour être pharmacien, donc je peux me permettre, c'est que nous n'avons pas du tout de formation commerciale et marketing, et donc c'est des capacités qu'on est obligé d'acquérir durant notre exercice, et donc il faudra commencer à s'y intéresser. Je sais que les laboratoires pharmaceutiques encouragent ce type de formation, parce que c'est gagnant-gagnant, donc il ne faut pas hésiter à aller dans ce sens aussi.
Voilà, alors j'ai quelques slides qui relèvent de dynamique mondiale, hein. C'est qu'est-ce qui fait que l'OTC bouge plus, c'est-à-dire qu'il y a une population vieillissante qui a besoin donc de produits pharmaceutiques, mais qui a besoin aussi de bout de cou d'OTC, de compléments alimentaires, etc. Vous avez donc le fait que maintenant, avec Internet, le citoyen ou le patient s'informe, c'est ah tiens, pour tel truc, il faut donc du coup, il ne faudrait pas que le pharmacien soit dépassé par la culture générale de son patient, ce serait dommage, parce que vous êtes censé apporter un plus, donc ils s'informent, ils sont très informés. Vous avez aussi un focus de cette classe moyenne qui est sur le bien-être, donc vous avez toute une catégorie de la population qui veut être au-delà du basique et avoir vraiment des plus. Et vous avez aussi un grand nombre de produits qui sont mis sur le marché par les laboratoires pharmaceutiques ou les laboratoires OTC. Et donc, il y a une panoplie importante. Donc, ça crée aussi de la demande dans ce sens. Évidemment, qu'est-ce qu'il faut faire? Il y a évidemment tout ce qui est pour les laboratoires, tout ce qui est l'awareness, donc passer par créer de l'intérêt. Il y a l'adoption, donc si je parle, quelles seraient les étapes, hein? Donc l'awareness, l'adoption. Il faut convaincre aussi les autorités que c'est un segment qui va leur faire beaucoup de bien. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas une grosse lourdeur puisque c'est de l'out of pocket et en même temps ça permet aux pharmaciens de mieux respirer en termes de marge et surtout d'apporter une valeur pharmaceutique, une valeur ajoutée pharmaceutique qui n'est pas encore au rendez-vous quand on est sur la prescription. Évidemment, il y a des choses à faire sur l'éthique, mais il y a aussi beaucoup de choses à faire sur l'OTC. Et en même temps, il faut savoir que la tendance, maintenant, les gens ne se contentent pas d'être normaux. Il y a des gens qui ont envie d'être... Il y a la healthy attitude qui est là. Et donc, il faudrait aussi accompagner ce besoin. Parce qu'encore une fois, les gens oublient que si des herboristes ont eu du succès, etc., ce n'est pas pour des pathologies telles que le cancer, mais c'est pour des bobos. Et s'ils avaient trouvé des alternatives sérieuses et bien organisées en officine, je pense que ces herboristes-là n'auraient pas eu l'impact qu'ils ont pu avoir il y a un certain temps. Donc aussi, il faut qu'on se remette un petit peu en cause. On a laissé des pans, ce qui est le non-éthique, à monsieur tout le monde. S'il avait été pris en charge par l'officine pharmaceutique, les charlatans n'auraient pas trouvé trop de place où se placer. Voilà, ça j'ai une petite parenthèse à ce qui a pu arriver dans notre pays. Ensuite, bon, l'évolution, comme je vous l'ai dit, avant il n'y avait pas Internet, les rendez-vous étaient téléphoniques, chez nous ils n'étaient même pas téléphoniques, donc le problème ne se pose pas. Actuellement, donc il n'y avait pas de recherche, on prenait pour argent comptant ce que nous disait le personnel de santé, et on dépendait de la prescription du médecin. C'est un petit peu, ça c'est avant peut-être dans d'autres pays, chez nous c'est pas très loin de ça actuellement, hein. Maintenant par contre, il y a l'utilisation de nouvelles technologies pour s'informer. On regarde aussi les social media donc, pour essayer de comprendre, donc on s'informe. Et en même temps, on prend des décisions, non pas uniquement sur la base du HCP, c'est-à-dire du personnel de santé, mais aussi de ce qui se dit. Et donc à partir de là, on n'est plus les seuls à parler d'une pathologie, c'est-à-dire en tant que personnel de santé, mais il y a d'autres, il y a des sites internet, etc. Donc on a intérêt nous-mêmes à être au niveau parce que des fois nos clients peuvent être mieux renseignés que nous, et ce serait dommage. Un petit exemple hein, du concret. Hein. En fait, c'est par rapport aux ressources qu'il y a. Donc il y a une corrélation, ça a été fait en Allemagne en 2015. Une étude a été faite sur la visite du site Wikipédia par rapport à des informations sur les produits OTC. D'accord? Ça a été monitoré, c'est le graphe. Et en parallèle, vous avez un deuxième graphe, donc les couleurs, excusez-moi, donc le jaune c'est les Wikipédia et le bleu c'est les consommations d'OTC. Les courbes sont pratiquement identiques. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on s'informe, on est confortable, on va acheter de l'OTC. C'est pour ça que je vous dis qu'il y a un travail qui doit être fait. Vos clients vont de plus en plus chercher l'information ailleurs. Je suis certain, nous n'avons pas fait d'études en Algérie, qu'il y a beaucoup de frustration chez une partie des patients ou des non-patients, parce que des fois c'est du préventif. Ils lisent, ils viennent, ils n'ont pas les alternatives qu'ils lisent sur Internet.
Donc votre devoir, enfin c'est une recommandation, hein, je ne suis pas péremptoire non plus, c'est d'être préparé à ça et de savoir que les patients avec ordonnance, c'est clair, mais une autre partie de la patientèle qui n'est pas sous ordonnance, qui va s'informer et qui a besoin d'avoir en face d'elle des pharmaciens ou du personnel de la pharmacie crédible, capable de savoir qu'est-ce qui est en train d'être fait ailleurs et qu'est-ce qui est en train d'être proposé. Et même si le produit n'est pas là, on peut penser quel est l'équivalent et quelle est l'alternative qui peut être au niveau de l'officine. Donc faites attention à cet aspect-là. Il n'y a plus le médecin, le pharmacien et le corps de santé, il y a d'autres acteurs. Et ça a été fait en Allemagne et on a été nous-mêmes très étonnés par la corrélation entre les deux courbes. Évidemment, la deuxième, c'est en Pologne. Hein. Ça, c'est pour l'allergie. Tout ce qui a été cherché, allergie sur Wikipédia, et regardez le nombre de personnes qui l'ont fait et les consommations de produits de l'allergie en officine pharmaceutique. Et ça, c'est sur un seul site qui est Wikipédia, c'est-à-dire qu'on n'est pas parti sur d'autres. Je pense que sinon, les courbes auraient été identiques. Alors, les opportunités, c'est quoi? Vous avez compris que les autorités essayent de limiter donc le budget de la sécurité sociale, on en a parlé. Ça, c'est des produits qui ne sont pas appelés à être remboursés, donc c'est une opportunité. Il y a aussi le fait qu'Internet a une plus grande pénétration, donc ça crée plus de conscience chez vos clients. Il faudrait que vous aussi, vous soyez au rendez-vous en donnant une offre à ces clients-là. Donc les consommateurs sont de plus en plus informés et connectés. Et aussi, il y a énormément on parlait tout à l'heure d'un produit comme Inexium, il y a de plus en plus de switch, en tout cas en Europe, de l'éthique vers l'OTC de certaines molécules qui sont considérées ayant un SMR plutôt limité. Donc la décision, c'est de le shifter vers l'OTC, puisque peut-être qu'ils ne peuvent pas agir sur une pathologie lourde, mais ils peuvent agir en prévention ou sur les débuts de pathologie. Et en même temps, il y a de plus en plus de confiance donc, chez les clients, donc, et plus de certitude en soi par rapport à savoir ce dont ils ont besoin. Donc ils n'attendent pas d'être guidés, ils ont envie d'avoir une offre qui réponde à leurs attentes. Les challenges, évidemment, c'est dans notre pays, c'est surtout il n'y a pas assez d'informations grand public sur ce segment, puisque c'est interdit par la loi. Il y a aussi, on a vu des polémiques aux États-Unis sur les produits contenant des opioïdes qui étaient en vente libre et donc il y a eu des effets d'accoutumance, etc. Donc ça, il faudra qu'on retienne la leçon par rapport à ce qui s'est passé dans d'autres pays. Et aussi, il y a ces produits OTC ne sont pas sous-tendus par une documentation médicale lourde. Et c'est ce qui crée la limite par rapport à ce type de produit. Donc en termes d'information scientifique pure, études cliniques, etc., c'est très limité. Mais d'un autre côté, est-ce qu'on en a vraiment besoin? Voilà. Sur ce, mes chers amis, je vous dis merci de votre attention et au plaisir de vous revoir. Merci, docteur. Alors, je pense qu'il y a énormément de questions dans le niveau de la salle avec l'assistance. Monsieur, vous avez une question, on va vous ramener le micro tout de suite. Veuillez vous installer pour éventuellement répondre. Nous avons 10 minutes pour le faire. Merci. Bonjour, je me présente, Hassan Imran. J'ai passé 30 ans de ma carrière chez UPSA. Et je suis ravi d'avoir assisté à votre intervention parce que c'est vrai qu'UPSA, ça a été en France, hein, en tout cas je parle, le pionnier concernant tout ce qui est OTC et merchandising. Et c'est vrai ce que vous avez dit tout à l'heure, l'évolution depuis 90 a été aussi poussée par les autorités qui ont poussé le consommateur, le patient, à aller chez le pharmacien pour la bobologie, les pathologies bénignes. On est d'accord là-dessus. Il y a un autre critère qui est venu se rajouter, c'est, vous n'en avez pas parlé tout à l'heure, c'est le libre accès. Le libre accès qui a énormément favorisé, je dirais, l'évolution du marché de l'OTC. Et c'est vrai, bon, moi j'ai vécu toute cette période jusqu'à l'année dernière. Et depuis un an, j'essaye de développer justement des formations merchandising pour les pharmaciens. Monsieur Chiri est là elle est partie. Et c'est vrai que pour moi, en tout cas, pour les pharmaciens, le merchandising, c'est un des leviers principaux de l'évolution du chiffre d'affaires. Alors j'ai bien compris qu'en Algérie, il n'y a pas ce statut d'OTC, ça va peut-être venir.
Et autre chose qui m'a bien plu dans votre intervention, c'est la formation des pharmaciens. Et alors vous dites vendeurs, moi j'aime pas ce terme parce qu'il n'existe pas en France et ce sont les préparateurs en pharmacie. Et d'ailleurs, bon, moi j'ai 2 pieds, un en France et en Algérie. Je forme les futurs préparateurs à Nice, au CFA de Nice, sur tout ce qui est merchandising et technique de vente. Et ma seule surprise et question, c'est au niveau des marchés. Globalement, le marché le plus important dans l'OTC, c'est la douleur. En Europe, en France. Et là, vous avez cité tout ce qui est sirop. Et ce marché-là, on le classifie dans tout ce qui est rhume et état grippal. Donc voilà, c'est juste cette question, pourquoi en premier? Voilà, merci. Merci beaucoup. Alors merci, parce que je cherchais le mot libre accès depuis tout à l'heure, et merci de me l'avoir remis. En fait, j'ai parlé de merchandising en pensant au libre accès. Hein. Donc quand j'ai dit ouverture des rayons, c'est le libre accès. Et on est entièrement d'accord que sans libre accès, ce segment-là n'évoluera jamais. Parce qu'il y a une partie qui va être du conseil, mais il y a aussi une grosse partie qui est de l'achat spontané, de crème, etc., etc. Et ça, il y a une grosse nécessité à ce que le patient ou le client puisse accéder aux produits. Maintenant, quant à la problématique donc, des produits de la toux et du rhume, enfin problématique entre guillemets, hein, c'est comme je vous l'ai dit, c'est une question de culture. Le déremboursement des sirops contre la toux en Algérie est très récent, il date de 2 ou 3 ans. Corrigez-moi, chers amis, hein. Le déremboursement des sirops contre la toux est récent en Algérie. 2-3 ans. Voilà, tout à fait. Donc, culturellement, dans les prescriptions médicales, vous avez encore énormément de sirops contre la toux, mais pas uniquement les sirops. Vous avez bien dit, il y a des produits tels que Lumex, etc., qui sont leaders dans leur truc. Faire Vex pour ne pas frustrer des gens. Et je suis désolé si j'ai oublié d'autres marques dans cette ère-là qui sont en train de driver. Mais en fait, le gros problème qu'il y a, c'est que ça marche très bien parce que ça coûte moins d'1 €. La problématique qui existe, c'est qu'effectivement, vous pouvez faire du volume, mais ça ne fait pas développer ce segment parce qu'on ne tire pas assez de marge pour faire de la promotion dessus, pour former nos vendeurs, pour pouvoir faire du merchandising, etc. Et l'avantage de l'OTC, c'est surtout une libéralisation des marges qui permet aux pharmaciens d'avoir assez de souffle pour pouvoir réarranger et faire un business case à sa pharmacie et dire je vais investir 10 ou 20 millions de dinars et dans 5 ans, ils sont amortis ou dans un an, etc. Donc le gros problème est là. Le gros problème est là. D'accord. Voilà. D'autres questions? Y a-t-il d'autres questions? On a plus de temps pratiquement. Non. Ben merci. Je pense que vous avez épuisé tout votre capital temps en matière de questions au début et en matière de présentation. Merci beaucoup. Merci à tout le monde encore une fois. Hossein Mehdi, merci.